Et j'appelle Madame Lejeune, tabacologue, qui va nous faire donc un exposé de cette dépendance dont on a déjà entendu que le tabac était plus addictif que l'héroïne. C'est dire. Bonjour, donc je suis Valérie Lejeune, je suis tabacologue à La Réunion. Je donne des consultations d'aide au sevrage dans différents secteurs d'activité, à la maternité pour aider les femmes enceintes à arrêter de fumer, pour des patientes qui sont en parcours de FIV. Je donne aussi des consultations dans des centres de rééducation cardiaque et fonctionnelle, principalement pour des patients qui ont fait des AVC et des infarctus. Je donne aussi des consultations en chirurgie pour certains types d'interventions où les patients doivent impérativement être sevrés. Voilà. Donc je tenais aussi à remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité pour venir parler du tabac. Voilà, donc nous allons voir les 3 dépendances à connaître pour mieux traiter le tabac. Donc, dans un premier temps, nous allons définir les caractéristiques d'une dépendance et puis nous allons aborder les 3 autres dépendances pour justement un sevrage réussi sur le long terme. Alors, on sait maintenant que la plupart des fumeurs, 3/4 des fumeurs souhaitent arrêter de fumer, qu'il y a de moins en moins de fumeurs heureux, si on exclut la tranche d'âge des 20 à 30 ans, qui sont encore ceux qui ne voient que les avantages de fumer. 3/4 des fumeurs souhaitent arrêter de fumer et très peu y arrivent seuls et durablement. On dit entre 3 et 7% arrivent durablement à arrêter de fumer seuls. Alors pourquoi ces chiffres si peu élevés? Tout simplement parce que le tabagisme est une addiction, une maladie chronique liée à 3 dépendances. Donc 3 dépendances qui sont la dépendance physique, la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Donc cette dépendance, elle résulte de la rencontre entre une substance, un produit avec une capacité addictogène très importante, notamment ici la nicotine, un individu avec ses traits de personnalité, sa vulnérabilité génétique, physique, psychologique, et puis un environnement plus ou moins favorable justement au tabac, un environnement économique, familial, social, voilà. Alors, selon les critères du DSM-5 qui a été actualisé et la CIM-10, des critères de dépendance de définition de dépendance qui sont assez similaires, on a comme manifestation principale pour donc cette addiction un désir puissant ou compulsif d'utiliser une substance psychoactive, ici donc la nicotine, une difficulté à contrôler l'utilisation de la substance, un syndrome de sevrage physiologique, quand le sujet diminue ou arrête cette consommation, et une mise en évidence d'une tolérance aux effets de cette substance. Le sujet a besoin de plus en plus de cette substance pour avoir les mêmes effets auparavant. Un abandon progressif d'autres sources de plaisir, d'intérêt, par rapport à cette utilisation de substances et la poursuite de la consommation malgré les conséquences négatives connues sur le comportement. Donc pour définir justement une addiction, il suffit de 3 critères au cours de cette dernière année pour définir ce comportement ou une substance addictive. Donc nous allons voir justement donc cette dépendance physique qui est directement liée à la nicotine. Alors le mécanisme de la nicotine, donc quand le fumeur inhale la nicotine, elle met environ entre 3 et 7 secondes pour arriver au niveau du cerveau. Elle vient se loger dans le noyau accumbens, qui est la zone limbique, la zone du plaisir. Elle vient se fixer à des récepteurs nicotiniques, des récepteurs qui à la base étaient à l'acétylcholine, pour libérer justement de la dopamine en profusion. Donc le cerveau associe très rapidement la présence de la nicotine à un épisode de plaisir et le circuit de la récompense se met en place. Au contact répété de la nicotine, les récepteurs nicotiniques se désensibilisent peu à peu et ils réagissent de moins en moins, d'où le phénomène de tolérance, le besoin de substances de plus en plus importantes pour les mêmes effets désirés.
Donc cette nicotine entretient donc cette dépendance physique. Le fumeur consomme des cigarettes pour bénéficier des effets de cette nicotine, c'est ce qui s'appelle le renforcement positif, mais il fume également pour éviter les effets désagréables liés au manque, ce qui est le renforcement négatif. Donc la dépendance se développe très très vite, cette dépendance physique, de 4 à 6 semaines, avec l'apparition d'un syndrome de sevrage. On dit que si un jeune fume en moyenne 1 cigarette par jour pendant 1 mois, c'est un futur fumeur dépendant. Donc ça s'installe très très vite, avec des syndromes de sevrage qui sont de l'insomnie, de l'irritabilité, de l'anxiété, une difficulté de concentration, une agitation. Donc jusqu'à présent, pour évaluer cette dépendance physique, on avait le test de Fagerström, qui est un test très répandu et mondialement utilisé. Il a été conçu dans les années 80. Pour ma part, il est un petit peu désuet maintenant, parce que le fumeur des années 80 ne correspond plus forcément au fumeur des années 2020 où nous sommes actuellement. Donc il consistait en 6 questions. Donc maintenant, 2 questions clés suffisent pour évaluer cette dépendance, qui sont: au bout de combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette, le score allant de 0 à 3. Et puis la deuxième question clé est bien sûr quel est le nombre de cigarettes que vous fumez par jour. Donc ces deux questions sont pour le nouveau référentiel pour évaluer la dépendance. La dépendance physique. Ces 2 questions constituent maintenant le HS, qui est le Heaviness of Smoking Index, qui est donc utilisé. Alors justement, pour pallier à cette dépendance physique, nous avons les substituts nicotiniques qui sont bien sûr d'une aide très très importante parce qu'un dosage bien dosé en nicotine va pouvoir justement apporter cette nicotine au récepteur et du coup apaiser le patient qui ne va plus ressentir les symptômes de manque. Jusqu'à présent, c'est vrai que les patchs étaient souvent insuffisamment dosés et du coup les fumeurs trouvaient que c'était des traitements qui ne les aidaient pas forcément. Il faut savoir que maintenant, vous allez le voir avec le docteur Mété, les dosages sont beaucoup plus importants. On sait qu'on peut aller au-delà de 21 mg justement pour adapter aux besoins, au calquer au plus près le besoin de nicotine des patients. Donc bien dosés, ces substituts transdermiques qui ont une diffusion lente et continue vont pouvoir quand même aux fumeurs d'aborder de façon plus sereine les 2 autres dépendances qui ne sont pas des moindres, la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Donc la dépendance comportementale, c'est celle qui lie le fumeur à ses habitudes. C'est l'acte de fumer qui est lié aux habitudes qu'il a mis en place depuis de nombreuses années, les gestes qu'il accomplit au quotidien. Le fumeur est fait d'habitude et depuis l'adolescence principalement il a mis en place des rituels, des gestes comme par exemple associer le café à la cigarette, cigarette après les repas, cigarette à la pause au travail, cigarette que sais-je au moment de convivialité avec l'alcool. Donc le fumeur est très attaché à ses rituels, à ses habitudes et donc ça va être une dépendance à prendre en charge dans le sevrage. On a la dépendance psychologique. La dépendance psychologique, elle est liée aux effets psychiques de la nicotine, des effets psychiques qui sont une sensation de plaisir ressentie, bien sûr, mais aussi un effet anxiolytique, une action antidépressive et une stimulation intellectuelle. Donc très vite, le tabac devient la réponse à toutes les émotions. Je suis stressé, je fume, je suis en colère, je fume, je suis déprimé, je fume, je suis heureux, je suis bien avec des amis, je fume, et je m'ennuie, je fume. Voilà, ça ce sont des réflexes un petit peu qui a été mis en place pour gérer justement ces émotions depuis l'entrée du tabac. Donc cette dépendance apparaît très très rapidement après la phase d'initiation au tabac. Dès que la consommation devient un petit peu régulière, toutes les émotions sont gérées par cette cigarette. Alors on voit pour ce qui est de la prise en charge donc de ces deux dépendances qui sont imbriquées, les substituts nicotiniques oraux,
c'est-à-dire gomme, comprimés, spray, vont être quand même d'une aide parce que contrairement aux patchs nicotiniques qui sont de la diffusion lente et continue, avec les substituts oraux, on va avoir un effet shoot, un effet flash de nicotine. Vous voyez, en comparaison avec la cigarette, la cinétique de ces substituts nicotiniques oraux qui calquent un petit peu. Bien sûr, on n'est pas arrivé à des réactions aussi rapides au niveau du cerveau, mais elles sont comparables à un peu abaissé, mais voilà, par rapport à, vous voyez la ligne noire qui est la ligne des substituts nicotiniques transdermiques, on voit que la cinétique s'en rapproche, et du coup, par exemple, après les repas ou à des moments un petit peu stratégiques de la journée, voilà, un effet rapide de nicotine va pouvoir les aider à perdre ce geste accompagné de nicotine. Donc, qu'est-ce qu'on a à disposition pour prendre en charge donc ces dépendances, Eh ben, on a l'entretien motivationnel, qui est un outil thérapeutique maintenant qui est assez répandu, qui a été mis en place par Miller et Rolnick dans les années 80 et traduit dans un ouvrage a été traduit dans les années 2000. C'est un entretien. L'entretien motivationnel est une méthode de communication qui est centrée sur la personne, qui permet de guider le patient vers le changement en exprimant de l'empathie, en l'aidant à résoudre son ambivalence, en faisant émerger des motivations intrinsèques et en renforçant son sentiment d'efficacité personnelle. Voilà, c'est une attitude bienveillante envers le patient, une écoute active qui va vraiment l'aider dans le changement. On a également les thérapies cognitivo-comportementales. Aussi un autre outil thérapeutique, c'est une des seules approches non médicamenteuses dont l'efficacité est prouvée et reconnue. Donc elle est basée bien sûr sur deux aspects, comme son nom l'indique, l'aspect cognitif, centré sur les pensées, les émotions, tout ce qui se passe dans le cerveau, qui voit la cigarette comme une amie, comme une ennemie, et l'aspect comportemental qui cherche à modifier les comportements problématiques en l'apprentissage de nouveaux comportements. Donc bon, je vous avais mis un exemple de TCC, de tableau qui peut aider mes patients. Ils remplissent en fonction, voilà, des cigarettes, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils mettent en place pour changer un petit peu ces comportements. Bien sûr, il y a d'autres outils, d'autres méthodes dont l'efficacité n'est pas forcément reconnue, mais qui sont très répandues, comme l'hypnose, comme l'acupuncture. L'hypnose qui permet aux patients d'être dans un état de conscience modifié et qui, grâce aux suggestions du thérapeute, va pouvoir se défaire de mécanismes inconscients. Donc l'acupuncture qui nous vient de la médecine chinoise, qui consiste en l'introduction de fines aiguilles, justement à permettre de diminuer les envies de fumer en activant des réseaux d'énergie. Voilà, donc on a bien compris que pour la réussite d'un sevrage, il est très important de prendre en charge les trois dépendances, qu'il ne suffit pas d'une prescription de patch nicotinique pour arriver à un sevrage sur le long terme, mais qu'il est important d'établir une véritable alliance thérapeutique où le patient se sentira en confiance pour que s'opèrent des changements au niveau comportemental et émotionnel. Voilà, merci. Merci infiniment pour cet exposé extrêmement intéressant. Je vous incite à poser des questions. En attendant, je voulais juste... À partir de combien de temps on peut admettre que la dépendance physique à la nicotine a disparu ? Est-ce qu'il y a des écarts types ? Est-ce qu'il y a une valeur moyenne ? C'est-à-dire qu'à partir de combien de temps on peut envisager d'arrêter les substituts nicotiniques ? Alors, d'arrêter les substituts nicotiniques, alors c'est vrai qu'on va démarrer à un certain dosage, qu'on va diminuer progressivement. Il ne s'agit pas d'interrompre les traitements, les patchs comme ça d'un coup. On va diminuer progressivement les patchs. Par exemple, si on était parti sur du 21, on va faire 21, 14 et 7. Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de type même. On s'adapte au patient en fonction de ce qu'il ressent. S'il a encore des envies de cigarettes, si justement maintenant il peut être en contact avec d'autres patients fumeurs sans justement ressentir des envies. Et à partir du moment où le patient se sent complètement serein, ne ressent plus d'envie, on peut vraiment arrêter les patchs.
Voilà. Après, il faut savoir qu'il y a, c'est vrai, beaucoup de rechutes, mais ça fait partie aussi, ça, des tentatives de sevrage, où on part dans un cycle avec une reprise du sevrage, des tentatives voilà, qui échouent, et ça fait partie d'un cycle qui s'appelle le cycle de Prochaska et di Clemente. Et chez des fumeurs réguliers, à combien est-ce qu'on estime, enfin avec les rechutes, le taux de réussite du sevrage optimisé? C'est-à-dire, est-ce que... C'est-à-dire, en gros, chez des fumeurs, même s'ils ont des rechutes, à combien est-ce qu'on peut estimer le taux de sevrage chez les patients fumeurs définitifs? Qui sont sevrés par... c'est des chiffres qui sont difficiles à dire. Je ne sais pas si David a des chiffres par rapport à ça, mais c'est pas très facile à évaluer, parce que c'est vrai qu'on voilà, on a des patients qui rechutent parfois de nombreuses années après, des mois après, parce qu'ils n'ont pas conscience. C'est pour ça qu'on travaille avec eux la prévention de la rechute, qui est très très important, parce que c'est vrai qu'une fois que les récepteurs nicotiniques sont désactivés, hein, on dit que les récepteurs se désactivent à peu près en 3 semaines, 1 mois, mais que les récepteurs peuvent justement se réactiver en 1 seconde. Il suffit parfois d'une taf, d'une cigarette pour que le mécanisme se remette en marche et que le fumeur retombe dans le tabac. Donc une fois qu'ils ont quand même ces notions de prévention de la rechute, on minimise le risque de rechute, mais ces chiffres ne sont pas faciles à donner. Ok, donc juste la question de la salle, combien de rechutes en moyenne chez des fumeurs? Je suppose que c'est assez variable. Mais... Oui, c'est assez variable. Alors, il arrive fréquemment que des patients ont essayé 4-5 fois d'arrêter de fumer et parfois, justement, sont un petit peu désespérés. Il faut leur dire que, au contraire, c'est tout à fait normal, hein, que justement, on préfère un patient qui a essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer plutôt qu'un novice. Celui qui a fait plusieurs tentatives aura justement plus de chances de réussite une fois que le premier qui essaye et voilà, qui a peut-être des rechutes. Ok. Oui. Juste une question rapide, oui. Valérie, on parlait tout à l'heure toutes les deux des patients qui ont une addiction à l'alcool et qui souvent ont subi des traumatismes auparavant. Est-ce que tu as l'impression dans tes consultations en tabaco que tes patients ont des points communs sur leur personnalité ou sur des choses qui auraient pu attirer les Alors c'est vrai que le tabac c'est un petit peu particulier au niveau des addictions, parce que ça touche quand même tout le monde. On l'a vu que 80% démarraient à l'adolescence et que là ça touche pas forcément des personnalités plus fragiles, hein. Donc le tabac touche 80%. Après on peut se demander si des patients fumeurs de très longue durée qui gardent ce tabagisme important très longtemps, en effet n'ont pas subi peut-être davantage de traumatismes, sont des adultes peut-être un peu plus fragiles qui ont besoin d'une béquille un peu plus longtemps que d'autres, hein. C'est vrai que voilà, on peut se demander si des patients qui gardent ce tabagisme très longtemps n'ont pas plus de difficultés que d'autres, ont connu plus de traumatisme. Ok, parfait. Merci infiniment, Madame Lejeune, pour cette excellente présentation.